Bienvenue donc au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc. Nous sommes très contents d'accueillir Eric Reinhardt pour cette rencontre qui va aussi être une lecture rencontre puisque nous avons le plaisir d'avoir avec nous Colin Rey donc de la compagnie La Nouvelle Fabrique qui va vous proposer donc des extraits du dernier roman d'Eric Reinhardt du Système Victoria. Je vais en profiter pour faire quelques remerciements donc, à la Villa Gilet tout d'abord, puisque cette rencontre a lieu dans le cadre des 6e Assises internationales du roman. Donc voilà, je pense notamment à Isabelle Viau, à Mathilde Billot, donc, qui va animer la deuxième partie de cette rencontre. Je tenais également à remercier donc, la bibliothèque municipale du 7e Romassé, donc Isabelle Viau, Nathalie Béraud, Sylvie Koutchouk, qui anime un cercle de lecteurs au sein de la bibliothèque. Cercle de lecteurs qui s'est particulièrement investi dans la préparation de cette rencontre, en lisant le livre, en échangeant autour du livre. Je sais que ce cercle est majoritairement féminin, donc je voulais remercier donc, les fidèles lectrices d'être là aussi. Et puis, sachez que cette rencontre va être enregistrée et filmée et retransmise donc, sur le blog de ce cercle de lecteurs. Je remercie donc Issa qui est à la technique aujourd'hui voilà, pour cet enregistrement. Je remercie également l'association des bibliothèques d'hôpitaux de Lyon et ses bénévoles qui se sont intéressés au projet. Et puis je souhaite remercier le personnel de l'établissement qui s'est également investi en lisant le livre et en étant présent aujourd'hui. Donc voilà, je vais laisser la parole à Colin. Et voilà, je vous souhaite un bon moment. Excusez-moi, madame, vous allez certainement me repousser, mais je voulais vous dire, et vous auriez raison, et je précise qu'il n'est pas dans mes habitudes d'aborder des inconnus dans les centres commerciaux. Une amorce décousue. Est-ce pour mieux suivre le fil de mes pensées que je l'ai vu ralentir son allure au point de s'arrêter? J'étais surpris d'obtenir d'elle, avec des phrases si laborieuses, qu'elle s'immobilise aussi vite. Mais voilà. Tout à l'heure, quand je vous ai rencontré dans la galerie marchande, vous vous souvenez? Son regard m'a souri. Il eût été grossier d'attendre d'elle une réponse plus explicite. J'ai senti qu'elle allait se remettre en mouvement. Nous étions tendus, tous les deux. Eh bien, dans les 3 heures qui ont suivi, j'ai pensé à vous plusieurs fois. Pour être honnête, je n'ai pas arrêté de penser à vous. Je me suis dit que j'aurais dû vous aborder. Je m'en voulais de ne pas avoir osé. Alors quand je vous ai croisé à nouveau, je me suis dit que cette fois-ci, je ferais en sorte de ne pas avoir de regrets. Allez savoir où peuvent mener les regrets, comme ils se transforment avec le temps. Dans le fond, pour quelle raison se refuser et refuser à une femme qu'on trouve belle, je veux dire une inconnue, de le lui faire savoir? Je vous vois sourire. Vous me trouvez ridicule. Pas du tout. Je vous écoute avec la plus grande attention. Le même impact qu'un tableau devant lequel on passe et qui vous frappe par sa beauté. 1 seconde peut suffire pour qu'un visage laisse un souvenir aussi durable. Je ne sais pas, que les 5 heures d'un opéra. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que vos éloges sont disproportionnés. Ou alors vous excellez dans l'art d'aborder les femmes. Et je dois dire que votre technique est d'une grande efficacité. La preuve, je vous écoute sans bouger, toute prête à en entendre encore. Je n'ai aucune technique, vous êtes la première femme que j'aborde depuis des années. Elle me regarde attentivement. Elle essaie d'interpréter l'expression de mon visage. Vous voulez que je vous dise la vérité? Ce n'est pas dans la file d'attente que nous nous sommes croisés la 2e fois, mais au moment où vous alliez pénétrer dans la salle de bowling. Je me voyais mal vous adresser la parole dans un endroit comme celui-là, où les dragueurs professionnels doivent pulluler. Je suis coupable, je vous l'avoue, de vous avoir regardé assez longtemps. Je lui adresse un sourire entendu. Elle m'examine d'un air suspicieux. Je continue sans lui laisser le temps d'approfondir ma réponse. Je vous ai regardé lancer des boules pendant un temps relativement long. Vous n'avez rien d'autre à faire que de poursuivre les inconnus dans les salles de bowling, me dit-elle avec dureté. Je déteste me savoir observer.
J'ai adoré, vous avez été éblouissante. Vous êtes décidément très emphatique. C'est pour trouver la force de vous parler. L'emphase est une forme d'énergie. Vous n'imaginez pas le courage qu'il m'a fallu pour vous aborder. Vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Ce que vous faites habituellement de vos journées. Essayez de deviner. Je ne sais pas. Vous m'avez l'air d'un cérébral. Je veux dire, en plus d'être emphatique et d'avoir du temps libre. Et vous dites pulluler. Alors, un truc comme journaliste, ou professeur de philosophie, ou psychanalyste. Ou bien vous écrivez des pièces de théâtre. Vous êtes scénariste de cinéma. Pas du tout. Mais vous n'avez pas tort, il y a quelque chose de juste dans cette perception. Mais mon métier n'est pas du tout, ou plus du tout, devrais-je dire, un métier artistique. Hautement mental, dans l'humain et dans la matière, mais plus du tout artistique. Vous le regrettez? De quoi? Que mon métier ne soit plus artistique? Il m'arrive de le regretter, mais le temps me manque pour ce genre de loisir. Vous ne m'avez pas dit de quel métier il s'agissait? Architecte. Vous êtes le premier que je rencontre. Je suis maintenant directeur de travaux. Je planifie et synchronise l'intervention de toutes les entreprises. Je suis le chef d'orchestre. Je peux vous inviter à boire un verre. Désolé, on m'attend une autre fois. Vous êtes certaine? Juste un verre, une vingtaine de minutes. On se verra une autre fois. Je pars demain, mais je reviens dans un peu moins d'un mois. Vous travaillez à Paris? Pas vous. À Londres, mais je voyage énormément. Vous savez, le temps qu'on perd à parler de vous, dans cette travée, vous ne pensez pas qu'on pourrait aller dans un endroit plus agréable? Ma voiture n'est pas très loin. Je l'ai senti qui hésitait. Ses yeux me dévoraient. Il aurait suffi que j'insiste pour qu'elle se laisse entraîner. Il aurait suffi que mon regard se mêle au sien quelques secondes supplémentaires pour que l'emprise de l'attirance prenne le pas sur celui de la raison. Elle me disait « d'accord, c'est d'accord ». Des vibrations parcouraient son visage. Je voyais qu'elle était disposée d'une manière ou d'une autre à éluder son rendez-vous. Je comprends, ne vous inquiétez pas, on se verra une autre fois. Et je finis par lui dire. Elle m'a tendu sa carte, extraite avec agilité d'une poche extérieure de son sac, et j'ai lu attentivement les quelques mots qui s'y trouvaient. Victoria de Winter, Executive Vice President, avec le nom d'une entreprise surmontée d'un logo disgracieux. Je suis amené à séjourner régulièrement à Paris. Qu'est-ce que c'est cette entreprise? À l'origine, c'est un fleuron de l'industrie anglaise. Aujourd'hui, c'est un groupe à capitaux internationaux, essentiellement américains, implanté dans une vingtaine de pays. Executive Vice President, c'est-à-dire DRH Monde. Il va falloir que je vous laisse. Comment vous appelez-vous? Je n'ai pas de carte sur moi. David Kolski. Appelez-moi ou envoyez-moi un mail. Je pars demain matin. Je vous dis, je reviens prochainement. Je dois aller à Londres dans une quinzaine de jours. Une information, comme ça, à tout hasard. Dans 15 jours, c'est-à-dire vers le 20 septembre, il est probable que j'y serai. Donnez-moi vos dates par mail et je vous dis. De toute manière, on se voit à Paris ou à Londres. Elle me sourit. Elle me regarde profondément. Un instant de silence qui s'étend. Et elle prononce cette phrase inouïe. Et nous verrons si l'étincelle existe encore. Quand on devait se retrouver, on se donnait rendez-vous au bar de son hôtel. Et nous buvions une ou deux coupes de champagne avant de monter dans sa chambre. Nous parlions de ce que nous étions en train de faire. Je racontais les progressions du gros œuvre et Victoria les exténuantes batailles syndicales qu'elle devait conduire en Lorraine. Elle était assise en face de moi, dans un fauteuil. Il y avait entre nous une table basse sur laquelle des ramequins de biscuits apéritifs étaient posés entre nos coupes, où montaient de légères bulles qui éclataient à la surface. Le visage de Victoria était celui d'une femme de 42 ans, investie de responsabilités importantes. On pouvait l'apercevoir de loin comme une femme d'un grand sérieux, un peu austère. Quand, pénétrant dans le bar, je m'apercevais qu'elle était déjà arrivée, il m'arrivait d'avoir du mal à admettre que c'était avec elle que j'avais rendez-vous. Il y avait toujours un décalage entre le souvenir de nos dernières étreintes, les SMS qu'on s'envoyait, et la rigueur de cette figure construite, respectable, presque technique, dont on sentait qu'elle s'était battue toute la journée sur des dossiers compliqués. L'ingrédient féminin se diluait
dans l'apparence fortement codifiée, sans différenciation de sexe, du dirigeant mondialisé. Observée à son insu dans l'atmosphère personnelle d'un bar d'hôtel, elle avait un impact d'une nature équivalente à celui de la quasi-totalité des cadres de haut niveau, quel que soit leur sexe, leur pays d'origine ou leur secteur d'activité, tels qu'on peut les apercevoir dans les voitures de première classe de l'Eurostar. C'est cela que je voyais quand mes yeux se posaient sur son visage aux traits tirés, où ma présence subitement révélée faisait naître un sourire. Je m'asseyais, j'étais toujours un peu tendu. Nous nous mettions à parler, il me fallait un peu de temps pour m'acclimater. Je me disais parfois que je n'arriverais pas à monter dans sa chambre, que la distance apparue entre ces deux principes, la femme pragmatique, un peu lourde, efficace, pas tout à fait sexy, et la maîtresse enfiévrée que j'avais connue la dernière fois, ne se comblerait plus. Nous devions boire 1 ou 2 coupes de champagne pour qu'il me soit possible d'entrevoir la seconde dans les vestiges de la première, qui peu à peu finissait par s'estomper. Quand nous montions et que je l'embrassais, qu'elle m'arrachait mes vêtements, et qu'enfin nous étions nus, quand je la pénétrais et que les heures défilaient à s'aimer, un autre visage m'apparaissait, un visage d'adolescente. Dans l'intimité d'une telle proximité physique, mais surtout sous l'éclairage d'une mise à nu aussi entière de son mental, ses traits, sa peau, ses regards et la lumière de son visage étaient ceux d'une jeune fille de 16 ans. Victoria transpirait toujours avec abondance et les gouttes que je voyais sinuer à la surface de ses expressions radieuses me faisaient penser à des perles de rosée sur les pétales d'une fleur, car sa peau avait alors le velouté d'une rose. Elle était douce et juvénile, virginale, renouvelée. Je voyais Victoria comme émerveillée par la découverte de l'amour et des hommes. Il y avait quelque chose d'inexplicablement originel dans la présence de ce nouveau visage tout juste éclos. Tandis que je prenais avec fougue cette belle adolescente à la candeur si lumineuse, j'avais la conviction de faire l'amour avec le souvenir que Victoria pouvait avoir d'elle-même. Il y avait dans son regard comme la conscience d'un abandon périlleux, et la confiance qu'à 16 ans l'on fait savoir que l'on accorde à un homme qui vous déflore, quelque chose comme un regard de vierge qui se donne en connaissance de cause. Et à chaque fois, je m'en voulais d'avoir envisagé Victoria comme une bourgeoise corrompue par l'argent, pétrie de conceptions toxiques, passant son temps à satisfaire les exigences d'un actionnariat insatiable. Je pense n'avoir jamais rencontré aucune femme qui à ce point possédait la capacité de se montrer si différente selon l'angle où on la regardait, ou la distance, ou le contexte. Victoria avait littéralement plusieurs visages. Des visages qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, qui traversaient les âges et les fonctions, les imaginaires et les territoires. Et je trouvais cette faculté surnaturelle et subjugante. Je n'ai jamais autant aimé un visage que celui que je parvenais à lui faire retrouver par mes baisers. Un visage comme lavé par la pluie, radieux et d'une étrange pureté, aussi cristallin qu'une éclaircie après des heures d'ondée, comme la naissance momentanée et illusoire d'un nouvel âge. C'est cette plastique d'adolescente qui me tenait amarré à notre lit pendant des heures et qui faisait que je rentrais chez moi en pleine nuit sans autre excuse que d'improbables conversations inextricables et chronophages dictées par les ennuis et par l'urgence avec les ingénieurs du chantier. Un jour, à l'heure du déjeuner, tandis que nous parlions au téléphone, Victoria m'a déclaré qu'une réunion qui devait avoir lieu dans la matinée du lendemain avait été annulée et qu'elle se retrouvait, chose exceptionnelle dans ma vie de DRH, avec une plage de temps totalement vierge. Johanna, son assistante, ne s'était pas encore préoccupée de disposer sur ce créneau quelques-uns des rendez-vous en attente qu'elle devait réussir à caser. Il me reste un quart d'heure avant qu'elle ne rentre de déjeuner. Qu'est-ce que tu fais demain matin ? Me demande brusquement Victoria. Je lui réponds que je serai sur le chantier, mais je me suis mis à bander. J'ai deviné où elle veut en venir et je commence à me caresser doucement à travers la laine de mon pantalon. Tu crois que tu pourrais ? Me demande Victoria d'une voix suave. De quoi ? Si je pourrais me libérer pour te voir ? Exactement. Qu'on fasse l'amour comme des fous pendant 1 heure demain matin.
Je dis à Johanna que je remplace cette réunion par un rendez-vous important avec je ne sais pas qui, mon notaire par exemple. On le décide maintenant, comme ça, spontanément, sans réfléchir. À quelle heure tu peux être à Paris? Je peux prendre l'Eurostar qui arrive à 10h17, je réserve une chambre au terminus nord et je t'attends sur le lit à 10h30. Je reprends l'Eurostar qui part à 12h13 pour être à Londres vers 13h30. J'ai un rendez-vous important à 14h. Je serai un peu en retard, mais c'était pas grave. Tu es complètement folle. Tu vas t'en plaindre? Tu en connais beaucoup des femmes qui décident de faire 5 heures d'Eurostar dans la matinée pour faire l'amour pendant 1h30? Non. Je ne connais aucune femme qui en soit capable. Je vais m'arranger pour être au terminus nord de 10h30 à midi. Je vais me débrouiller avec Dominique pour que mon absence ne soit pas gênante. Victoria se met alors à chanter son bonheur. Elle dit que c'est génial, qu'elle est heureuse et que la vie est une chose insensée. Ces mots dévalent dans mon oreille comme des boules de billard propulsées par une ligne mélodique ondulante. J'interromps son récital. C'est quand même cool le capitalisme. Vous avez de ces vies quand on y réfléchit. Franchement, je finis par me demander si le plaisir ne se trouve pas du côté de tes valeurs. Tu le reconnais enfin? Je te l'avais bien dit qu'à mon contact tu deviendrais libéral. Tu vois bien que c'est idiot aujourd'hui et complètement arriéré d'être un homme de gauche, de rester figé dans des principes hyper rigides qui datent de Mathusalem. Arriéré, certainement pas. Tout dépend de quoi on parle. Qu'est-ce qu'ils t'apportent comme satisfaction, les gauchistes? Qu'est-ce qu'ils te promettent comme ivresse, à part la révolution, qui n'arrivera jamais en plus? Alors que moi, tu as vu ça? C'est du concret, c'est tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que vos vies de nantis sont vraiment favorables au plaisir. Les vrais libertins d'aujourd'hui sont certainement dans ta mouvance. L'érotisme a changé d'opinion politique, je commence à en être convaincu. C'est très exactement ce que je pense. Le sexe était du côté des hippies dans les années 70, il est du côté des DRH dans les années 2000. Ça, David, crois-moi, c'est une info qui vaut de l'or, c'est véridique. Tu as découvert un grand secret bien gardé. Je n'irai pas jusque-là, mais que tu sois capable de venir de Londres pour faire l'amour à Paris en pleine semaine, pendant le temps d'un film, je trouve ça fascinant. Ça m'excite terriblement. C'est joli ce que tu dis. C'est vrai que notre rencontre de demain va durer le temps d'un film. Victoria m'avait avoué son salaire un soir que j'avais insisté pour le connaître. 350 000 € par an, plus l'octroi de stock options, dont le montant, si elle les réalisait, se chiffrerait à 3 millions d'euros. Elle était propriétaire de sa maison à Londres, d'une valeur de 2 millions d'euros, achetée avec ses deniers personnels et non pas avec la fortune familiale de son mari, après avoir revendu un appartement qu'elle avait pu s'offrir à Versailles quelques années plus tôt. Comme elle avait toujours été expatriée, elle avait toujours fort bien gagné sa vie. Elle avait fini par me demander « Mais toi, combien tu gagnes ?» J'ose à peine te le dire. C'est à la fois énorme si je compare cette somme au salaire des compagnons avec lesquels je travaille, ou encore à ce que gagne l'immense majorité des Français. Et c'est franchement scandaleux par rapport à mes responsabilités, aux pressions que je subis et aux bénéfices que certaines personnes vont pouvoir réaliser sur cette opération si je la conduis correctement. Bon, alors, c'est combien? 5 500 € bruts par mois sur 14 mois. Hein? Quoi? 5 500 € par mois? Ce qui fait environ... Tu ne gagnes que 5 500 € par mois? Je suis d'accord avec toi. Ce qui est drôle, c'est que souvent quand je donne mon salaire, j'ai honte. Soit parce qu'il est trop élevé, soit parce qu'il est trop bas. 5 500 € par mois, c'est très élevé, mais c'est aussi très bas. Tout dépend de l'interlocuteur. C'est surtout très bas. À chaque fois que je demande une augmentation, on me la refuse. Si demain j'allais leur réclamer une prime, ils me la refuseraient, même de 4 000 €, juste pour offrir des vacances de rêve à ma femme et à mes filles, que je ne vois quasiment plus depuis 6 mois. C'est ça qui me révolte. Surtout quand je vois quel est ton mode de vie, ces voyages d'affaires que tu prolonges par des safaris ou des séjours dans des maisons coloniales, les grands restaurants, les salons de massage, les hôtels de luxe. Tous ces miles accumulés par tes déplacements professionnels et dont tu profites en famille en amenant tes enfants en voyage, ce système de miles, c'est l'un des nombreux exemples de vos arrangements de caste. Pourquoi les miles des dirigeants ne seraient-ils pas versés dans une caisse commune pour ceux des salariés qui ne peuvent pas s'offrir de vraies vacances? Tu as besoin de ce système de miles pour t'acheter des billets d'avion, toi qui gagnes 350 000 € par an?
C'est ça qui me dégoûte. Vous avez tout prévu, entre vous, pour avoir la meilleure vie possible, et personne ne vient vous contredire. Pourquoi des miles engrangés par des déplacements professionnels peuvent-ils rejaillir sur ta vie privée? Pourquoi tu n'offres pas tes miles à l'une de tes assistantes? Arrête de faire de la démagogie, j'ai l'impression d'entendre José Bové ou je sais pas qui d'hyper simpliste. On est en train de boire du champagne rosé dans une chambre de l'hôtel du Louvre avec vue sur le Palais Royal, tout ça aux frais de Kilofer, très bien, je trouve ça super agréable. Mais en même temps, demain, l'une de tes subordonnées va refuser à une secrétaire une augmentation de 150 € par mois. Et vous êtes en train de fermer une usine en Lorraine, de mettre sur le carreau 400 personnes. Ne fais pas de raccourcis comme ça, David, c'est trop facile. Je ne fais pas de raccourcis. Kilofer nous offre une bouteille de champagne dans une chambre de palace au motif implicite que tu as bien mérité ta journée. Tu as passé 8 heures à affronter héroïquement, avec talent, j'en suis certain, 30 syndicalistes déterminés qui refusent que tu filialises l'industrie lourde de Kilofer. Avec l'aide de ton armada d'avocats d'affaires, tu es parvenu à circonvenir le comité d'entreprise. Tu hurlais de joie tout à l'heure au téléphone en me disant que tu venais de remporter une bataille essentielle, que ta stratégie avait été parfaite et qu'il n'y avait plus que du feu. Tu hurlais que tu allais bientôt gagner la guerre, qu'on allait bien s'amuser. Tu ne vas pas me reprocher de vouloir te faire plaisir, m'avait répondu Victoria avec malice, en portant le verre de champagne à ses lèvres. C'est ça que je découvre à travers toi. Sous prétexte qu'il faut bien les entreprises les diriger, et que c'est une chose relativement complexe et épuisante, vous partez du principe que pour le faire correctement, il vous faut du confort, de la quiétude, des gratifications aussi régulières que des caresses d'affection qu'on donne à un enfant. Il vous faut voyager en première classe pour être en forme à votre descente d'avion, boire des grands vins, dormir sur d'excellents matelas, descendre dans des hôtels avec piscine, vous prélasser dans de spacieuses baignoires. Sinon, vous seriez moins performant, votre concentration serait moins parfaite pendant les réunions sanglantes où vous apparaissez. Les entreprises que vous dirigez seraient moins prospères, les gens seraient au chômage. Vos responsabilités sont telles qu'il vous faut vous choyer comme des stars de cinéma, ou des lévriers, ou de vieilles Bentley délicates dont le moteur réclame un entretien méticuleux. Vous ne pouvez pas prendre le métro pour aller à l'aéroport, vous risqueriez de vous enrhumer, ni attendre vos avions avec la plèbe, vous vous cloîtrez dans des salons VIP où tout est gratuit, boissons, nourriture, presse internationale, etc. C'est vraiment ça, vous vous êtes arrangés entre vous pour avoir la meilleure vie possible. Tu es mesquin, envieux, jaloux, voilà. C'est exact, je suis jaloux. Nous nous étions donné rendez-vous au Bouddha-Bar, rue Boissy d'Anglas, vers 20h30, pour y dîner. Quand je suis arrivé, j'ai cherché Victoria pendant plusieurs minutes. J'ai fini par la trouver dans un recoin du bar, sur une banquette, environnée d'obscurité, comme un secret qu'il m'avait fallu découvrir. J'ai été frappé en m'approchant par la puissance de sa beauté. Elle s'est levée pour m'embrasser. Elle était hissée sur les talons des escarpins qu'elle avait achetés quelques semaines plus tôt. Elle titubait d'être aussi grande et désirable. Ses souliers réalisaient par le bas ce que le bref vêtement qui enveloppait ses hanches s'occupait de faire par le haut. Allonger ses jambes, les magnifier. Je me suis assis en face d'elle sur un tabouret. Elle avait déboutonné son chemisier un peu plus que d'habitude, si bien que le sillon entre ses seins était profond, appétissant. Il engloutissait goulûment les regards des hommes qui passaient à proximité. Ses cheveux retombaient sensuellement des deux côtés de son visage, comme les rideaux qui encadrent une scène de musical. Il me semblait que son visage, au milieu, limpide et lumineux, semblable à une danseuse, s'était déshabillé. Il exprimait les pensées érotiques de Victoria d'une manière particulièrement éloquente, sensitive, spectaculaire. Elle était follement désirable. Je trouvais sa beauté indécente. J'ai dit à Victoria qu'elle rayonnait. Elle m'a répondu qu'elle le savait, qu'elle se trouvait dans un état d'excitation à peine imaginable. Les hommes ont passé la journée à me regarder avec du désir dans les yeux. Ils ont senti que j'avais envie de faire l'amour. Tu as raison, il émane de ta présence quelque chose de spécial. Tu veux que je te dise? Oui, dis-moi. C'est principalement parce qu'on se voit ce soir.
Mais c'est aussi à cause de ces chaussures. Tu ne peux pas savoir la sensation qu'elles me procurent quand je les porte, et que je marche au milieu des hommes. J'ai l'impression de devenir explicite. Mon corps est un outrage à la pudeur. Je me fais l'effet d'être une femelle vorace et acharnée qui a besoin d'être reprise. Mais en même temps, je les domine. Je les écrase par le désir qu'ils éprouvent, qui restera inassouvi. Ils seront obligés d'aller se branler dans les toilettes de leur appartement en visualisant mon image, à l'insu de leur épouse. Je les excite. Ils me dévorent des yeux, mais je reste un spectacle. Les talons hauts me protègent tout autant qu'ils m'exhibent, exactement comme peut le faire une scène de théâtre. Je regarde Victoria sans rien dire, fasciné par la lumière de son visage, subjugué par ses jambes qu'elle a croisées sous mes yeux, avec au bout cet escarpin pointu, comparable à une arme à feu, dans le prolongement d'un bras tendu. Merci beaucoup pour cette lecture. Merci à vous. Merci pour la lecture, Colin. Merci à Eric Reinhardt d'être là avec nous aujourd'hui. Et donc vous êtes romancier, auteur de 5 livres, Denis Sommeil, Le moral des ménages, Existence, Cendrillon et le dernier dont nous venons d'entendre des extraits, Système Victoria. Le fil conducteur de ces livres pourrait être le système capitaliste et les dérives dont vous parlez. Et dans le dernier roman, le système Victoria, vous mettez en scène 2 personnages, Victoria de Winter, DRH, d'un grand groupe international, et David Kinko, qui lui est directeur de travaux sur ce qui devrait être la plus grande tour dans le quartier de la Défense à Paris. Et donc c'est un récit rétrospectif sur cette liaison adultérine et aussi très sexuelle entre ces 2 personnages et qui se finit par une catastrophe. Donc pour commencer, je vais juste poser une question, puis après vous pourrez poser vos nombreuses questions. Peut-être juste revenir sur le titre du roman. Pourquoi Système Victoria? Pourquoi pas juste Victoria? Je sais pas, c'est un titre qui m'est venu assez tôt. Parce que ce que j'avais envie de mettre en avant à travers ce livre, c'était pas simplement le portrait d'une femme, mais ce qu'elle pouvait aussi raconter sur notre époque et sa relation au réel. Et puis, le projet de départ, c'était aussi de faire se rapprocher à travers une histoire d'amour, une histoire passionnelle, charnelle, 2 mondes différents, 2 mondes opposés, pourrait-on dire. Et j'avais envie de parler de notre époque à travers l'opposition de ces. Donc, d'un côté, le monde du travail, incarné par David Kolsky, donc, qui est directeur de travaux sur une tour à la Défense, comme vous l'avez dit. Et puis de l'autre, Victoria, qui représente le pouvoir à très haut niveau, exécutif et financier, puisqu'elle n'est pas simplement la DRH d'un grand groupe multinational, mais elle fait partie aussi du comité, de ce qu'on appelle le board, conseil d'administration de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement exécutante, mais elle participe aux décisions stratégiques du groupe. Ce que j'avais entrepris avec Cendrillon, à savoir d'essayer d'expliquer, d'examiner, de décortiquer, voire de critiquer la mainmise du capitalisme financier sur notre réalité, à tous, donc sur nos intimités, en particulier les salariés dans les entreprises et tout ça. Je l'ai poursuivi dans le système Victoria en étant plus près de l'entreprise, puisque dans Cendrillon,
c'était vraiment des traders qui spéculaient. On voit d'ailleurs des dégâts occasionnés depuis Cendrillon est sorti en 2007, à une époque où on parlait peu du capitalisme financier, à part dans les pages économiques des journaux. Et entre-temps, c'est venu en première page de la plupart des journaux, et maintenant vous savez tous ce que sont des fonds d'investissement, des hedge funds, et puis voilà, on a parlé on sait tous qu'on spécule à partir de tout et n'importe quoi, y compris des dettes, voilà. Et donc c'est ça que j'avais voulu mettre en lumière dans Cendrillon pour, d'une certaine façon, exorciser la colère que je pouvais éprouver en lisant les journaux quand je découvrais des phrases telles que le pouvoir politique a perdu, enfin le politique a perdu tout pouvoir face à la puissance de l'argent et on ne peut plus rien contrôler. Et si de grands groupes internationaux délocalisent des usines françaises pour d'autres pays de l'Est ou la Chine, etc., alors que ces mêmes groupes ne perdent pas d'argent, il n'y a rien à faire, on doit se plier à cette logique. Et moi, voilà, quand je lisais ces phrases dans les journaux, j'éprouvais toujours un sentiment de révolte, et je refusais surtout d'en rester à ce constat. Qu'est-ce que ça veut dire que le politique n'a plus de pouvoir face aux puissances de l'argent, et à la faveur de quel mécanisme et de quelle logique précisément des grandes entreprises mondialisées arrivent à prendre la décision difficile, terrible, de mettre des gens sur la rue alors qu'ils sont prospères. Et c'est la raison pour laquelle je me suis pas mal documenté en rencontrant des traders, des financiers qui m'ont expliqué un peu comment ça marchait. Et notamment par rapport à la spéculation et au fait que les entreprises doivent à leurs actionnaires des rendements de plus en plus importants. Voilà. Mais simplement, il y a dans les entreprises des personnes qui mettent en œuvre les décisions qui sont prises au plus haut niveau pour satisfaire l'actionnaire. Et parmi ces personnes, celle qui me semblait la plus intéressante, par sa position très caractéristique, c'est la DRH en fait, puisqu'elle est exactement à la jonction entre le pouvoir, l'actionnaire, le board, et puis les travailleurs, les salariés, puisqu'elle recueille les desiderata ou les consignes qui viennent du board pour après faire le travail et fermer des usines par exemple, ou réaliser des licenciements et tout ça. Il y a aussi énormément de DRH qui font des choses très bien, et j'en connais, voilà. Mais, quoi qu'il en soit, quelle que soit leur mentalité, quelles que soient leurs opinions politiques, leur idéologie, de toute manière, elles se retrouvent confrontées à cette opposition entre voilà, la volonté des dirigeants de l'entreprise, des actionnaires, de réaliser le plus de profit possible et voilà, les salariés. Ça me semblait intéressant de reproduire ce que je viens de vous expliquer, pour raconter ce tableau dans un couple en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve ces rapports de force pour les intensifier et les mettre en lumière dans une situation de grande intimité, puisque David est certes très attiré par Victoria, qui est très attirante, qui est très intelligente, qui est brillante, qui a un vrai talent pour la vie, et elle est très
elle est toujours dans l'énergie, elle est très mobile, généreuse. Et voilà, elle sait entraîner David vers le plaisir et l'ivresse et tout ça. Donc certes, il y a tout ça, mais elle est très à droite, très libérale, alors que David, lui, au contraire, qui est issu d'un milieu très modeste, qui s'est fait un peu à la force du poignet, en se sentant toujours un peu écrasé par le monde et la réalité. Il est voilà, très à gauche, et on retrouve au bout d'un moment, une fois dissipé les premières émotions comme ça de leur rencontre, qui font que David pouvait très bien ne pas trop voir ce qui le gênait dans la personnalité de Victoria. Peu à peu, tout ceci prend de plus en plus d'importance. Voilà. Et ce que découvre David, j'allais dire de l'intérieur, de manière comme à travers une loupe ou un verre grossissant, c'est en l'occurrence le système de Victoria, c'est-à-dire son rapport au réel, tant sur le plan professionnel que dans l'intimité et dans sa relation avec les autres, et en particulier avec les hommes et le plaisir. Et d'ailleurs, les deux coïncident un peu, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qualités, ou les mêmes travers, en tout cas les mêmes dispositions qu'elle peut avoir, qui lui permettent de prendre du plaisir et de faire extrêmement bien son métier, ou en tout cas ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire que pour aller vite, Victoria est dans le déplacement incessant, la vitesse, elle est absolument insaisissable, elle ne se laisse jamais attraper. Donc elle peut avoir, comme on l'a entendu tout à l'heure à travers la lecture, 1000 visages, mais elle peut aussi avoir 1000 discours. Donc elle a une agilité intellectuelle et une agilité tout court qui lui permettent vraiment de changer d'opinion, de changer de stratégie ou de discours en fonction des circonstances, ce qui est très utile lorsqu'on travaille dans une entreprise et que le monde va vite et qu'on doit faire des choses qui ne sont pas faciles à faire, notamment fermer une usine alors qu'il n'y a aucune raison de la fermer. Donc à un moment, elle explique dans le livre comment elle s'y prend pour conduire peu à peu les syndicalistes en les piégeant à moitié, à admettre. En fait, elle leur fait admettre la chose étape par étape en leur dévoilant, après chaque étape qu'elle est parvenue à leur faire franchir, le paysage suivant. Et donc elle leur fait admettre le paysage suivant, et puis finalement, voilà. Et au bout du compte, elle leur fait faire un grand voyage comme ça, qui l'amène à ses fins, à savoir, comme on l'a entendu tout à l'heure, après avoir filialisé la branche industrie lourde de son entreprise, parce qu'elle n'était pas suffisamment rentable et qu'elle dévalorisait l'action du groupe aux yeux des investisseurs, puisqu'il voulait se recentrer sur les nouvelles technologies qui sont mieux vues par les analystes financiers et donc mieux à même d'inscrire l'action du groupe dans la durée avec des perspectives de profit. Et bien, donc elle reçoit l'ordre de filialiser l'industrie lourde pour pouvoir la vendre à un autre groupe, à un concurrent en l'occurrence. Et donc elle procède par étapes, parce qu'elle ne peut pas dire bien évidemment au syndicat tout de suite qu'elle va se débarrasser d'eux, parce qu'ils sont devenus moins intéressants qu'ils pouvaient l'être par le passé, que l'industrie lourde aux yeux des analystes financiers est quelque chose d'un peu lourd et pas très sexy. Et donc voilà, elle a cette capacité comme ça à l'improvisation et surtout une capacité d'adaptation aux situations qui est impressionnante. Et surtout, elle est dans le déplacement incessant, ce qui lui permet de pouvoir vivre des situations parfois extrêmes qu'elle rencontre d'une manière qui ne l'ébranle, ni ne la meurtrisse, ne l'encombre ou la ralentisse pas trop.
C'est-à-dire que pouvoir comme ça affronter pendant des heures des syndicalistes, se déchaîner, c'est plus facile lorsqu'on sait que le lendemain matin, on ne reviendra pas sur les lieux, mais qu'on sera à l'autre bout du monde, après être passé par 3 autres réunions, et 2 vols, et une conférence call, etc. Et donc la multiplication des dossiers, le déplacement, qui est vraiment le mode de vie de Victoria, la vitesse avec laquelle elle se déplace et elle passe d'un dossier à l'autre, dans le fond, tout ça lui permet de ne pas trop se poser de questions et de pouvoir vivre toutes ces choses, y compris les plus difficiles, voilà, d'une manière... enfin, ça lui permet tout simplement de le faire. Alors que David, à l'inverse, qui est un sédentaire, c'est-à-dire que tous les jours, il retourne sur son chantier, il est confronté aux mêmes personnes. Il ne peut pas mentir ni aux personnes avec qui il travaille. Et en fait, voilà, c'est vraiment la principale différence entre David et Victoria. C'est d'un côté une personne qui doit des comptes, qui ne peut pas se mentir à lui-même ni mentir aux autres, et qui doit tenir comme ça à bout de bras une situation, alors que Victoria a ce talent comme ça de passer d'une chose à une autre. Et dans une forme de fuite en avant, en réalité, dont on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, et qui m'a intéressé, moi, parce que j'ai le sentiment que le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui est exactement dans le même type de fuite en avant, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on nous a demandé de faire, ou ce qui nous semble le plus juste de faire à un moment donné, mais sans vraiment se demander où tout ça nous mène, sans regarder vraiment au-delà de la simple mission qu'on vous a confiée ou de l'intérêt que vous pouvez trouver à la réussir. Et le mouvement comme ça, incessant, peut vous permettre d'être dans cette forme d'oubli en fait, des choses et de soi, pour être juste dans la réalisation et le faire. Et qu'à un moment, on peut avoir le sentiment que si Victoria s'arrêtait 5 minutes, se mettait à une table, et disait, bon, où est-ce que j'en suis exactement? Quel est le sens de tout ce que je fais dans mon métier? Est-ce que mon mariage est quelque chose qui me satisfait? Où j'en suis par rapport à mon mari et tout ça? Peut-être que tout s'effondrerait à ce moment-là. Donc en fait, ce déplacement incessant, c'est aussi une façon pour Victoria de ne pas penser ni à sa propre vie, ni aux implications politiques, idéologiques et tout ça, de ce qu'elle peut faire aussi dans son métier. Et aujourd'hui, j'ai parfois le sentiment que si tous nos dirigeants se mettaient autour d'une table en disant bon, on en est où exactement, la réponse ne serait pas forcément évidente en fait. Donc voilà, on est dans une espèce de fuite en avant. Voilà, quand Hollande dit que les déficits seront réduits à 0 en 2017, qui y croit encore? Voilà, c'est cette forme c'est ce genre de situation-là que je voulais éclairer peut-être par le CEP, et donc il me semble important que le titre le manifeste. Moi j'ai tout de suite envie d'intervenir. Mais c'est bien. Parce que ce que vous dites là éveille beaucoup d'écho en moi, parce que on vous entend très bien. Éveille beaucoup d'écho en moi parce que j'ai connaissance de quelqu'un qui s'assied, qui dit justement où ça me mène. Une consultante en entreprise qui est intervenue chez Télécom, qui intervient à la Société Générale et qui s'est aperçue qu'elle était prise dans le système. Elle a fait un burn-out tout de suite après les suicides de Télécom. Et donc, toute cette partie de votre roman, toute cette description de cette pression qui est mise sur
non seulement enfin, sur les salariés, sur les petits chefs, voilà, c'est quelque chose que je trouve profondément réel. Et mais je pense aussi, mais je crois que vous venez de me l'expliquer, parce que plusieurs d'entre nous s'étaient dit, mais David, il est gauche, mais alors sa conduite. Si vous voulez, là, je traduis là un petit peu, si vous voulez, certains échos de notre cercle de lecture. Mais en fait, il est une courroie de transmission absolument impitoyable aussi lorsqu'il presse tous ces... Voilà, donc je crois que cette dénonciation que vous faites du système ultralibéraliste nous a beaucoup touchés. Je pourrais réagir. Je vous en prie. En fait, ça me plaît énormément ce que vous dites, parce que c'est quelque chose qui a été peu souligné dans les articles que j'ai pu avoir, et puis même dans les échanges auxquels je participe, les rencontres, tout ça, les conférences. C'est ça, c'est-à-dire que le vrai drame de la situation de David, c'est que tout homme de gauche qu'il est, et je pense qu'il est réellement et profondément, le système, enfin voilà, le monde du travail, de l'entreprise, l'oblige, et il n'a pas le choix, en fait, à n'être qu'une courroie de transmission et à faire redescendre sur les personnes avec lesquelles il travaille des ordres qui lui viennent d'en haut, qu'il n'a pas la possibilité de vraiment contester. À un moment, dans une réunion, il essaie de contrer le patron de l'entreprise de promotion immobilière en disant que c'est pas possible et tout ça. Et en même temps, donc il n'y arrive pas et on lui impose des conditions de travail absolument impossibles. C'est-à-dire qu'on lui demande de lui et ses équipes à travers lui, de travailler toujours plus vite, avec moins de moyens. En tout cas, il n'a pas les moyens qu'il faudrait pour pouvoir faire ce travail. Ces patrons partant du principe qu'on peut toujours essayer de faire travailler les gens pour pas cher, et donc on impose à... Et ça, alors là, j'ai eu de très nombreuses conversations avec des gens travaillant sur les chantiers, voilà, qui bâtissent des bâtiments, et c'est vraiment devenu quasi une norme en fait. C'est-à-dire qu'on sous-estime, on part du principe, voilà, on sous-estime toujours les moyens, enfin les promoteurs immobiliers et ceux qui ont en charge les chantiers, sous-estiment le temps. Par exemple, si un chantier devrait nécessiter 12 mois, ils vont écrire 8. Si il devrait idéalement nécessiter 200 hommes, ils vont écrire 150. Si le budget devait être de tant de, je sais pas, 100 millions, eh bien, ils vont écrire 80. Et puis, quitte à lâcher si jamais les équipes n'y arrivent pas. Et David, en fait, qui a tellement... D'abord, c'est quelqu'un qui a peur de la vie, qui a peur du monde et du réel. Et dans le fond, il voudrait être quelqu'un qui réussit. Il voudrait qu'on reconnaisse que c'est un très grand professionnel. Et dans le fond, il a cette faiblesse de penser que s'il réussit à remplir ses objectifs avec les moyens insuffisants qu'on lui donne, il sera perçu comme un grand professionnel. C'est une forme de lâcheté. De toute façon, David est lâche du début à la fin des livres. Et là, c'est une lâcheté supplémentaire. Alors, dans sa relation avec ses collaborateurs, il est très humain. Mais c'est vrai que là, dans le fond, il se fait le complice de cela même qu'il dénonce sans cesse, en particulier
qu'il en parle à Victoria. J'aurais d'autres choses à dire sur l'aspect érotique. Et pour conclure, je voulais juste dire que il me semblait aussi que le monde du travail excellait, avec le chômage comme ça, qui règne, à comment dire, diffuser une forme de terreur en fait. Et cette terreur est très propice à la situation que je viens de décrire, voilà, où on impose d'une certaine façon aux gens des conditions compliquées. Vous comprenez, vu la conjoncture, le contexte, il faut travailler plus, on ne peut pas se permettre, sinon ça ne va pas être rentable, donc on va devoir licencier. Et donc de plus en plus de gens sont pris dans des situations comme ça. En fait, ils doivent prendre sur eux, personnellement, la petite marge qu'on leur retire au motif que ça va mal en fait. Et David il est vraiment le paradigme de ça. Il y a une journaliste que j'adore, Julie Bernard, qui travaille sur, je ne sais pas si vous connaissez, c'est son Schneiderman, je suis sur internet, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, Arrêt sur image. Donc j'ai eu un très long entretien avec elle, d'une heure et demie, et à la fin, elle est très 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 à gauche, tout ça j'adore. Et elle me dit, mais pourquoi mais elle était. Mais en fait, elle disait un peu beaucoup, elle lui reprochait de ne pas faire la révolution, de ne pas tout envoyer péter, tout ça. Donc c'est une vision très romantique, mais je pense que David, à sa décharge, donc, n'a pas les moyens ce serait merveilleux d'écrire un roman où un homme comme ça, tout d'un coup, ferait que tout le monde sur un chantier, comme les révoltés d'une boutique, se soulève. Voilà. Mais malheureusement, les salariés qui se retrouvent dans la situation où est David ont très peu de moyens de résister et de se recupérer, à moins de donner leur démission en fait. Ou de prendre le risque de déplaire et de ne pas avoir dans l'avenir des projets intéressants qu'ils aimeraient récupérer. En fait, c'est ça aussi, David, des directeurs de travaux sur un très, très beau bâtiment, la plus haute tour de France et tout ça. Il sait que s'il réussit, il aura le coup d'après, donc la boîte qu'il emploie, genre Vinci, lui filera un bâtiment encore plus beau, alors que s'il foire, voilà, il construira une crèche. Oui, non, c'est très bien. Moi, je voulais vous dire qu'en fait, j'avais perçu surtout concernant David Kolski, quand même architecte, donc il n'y a pas beaucoup d'architectes de gauche, hein, donc j'ai pas l'impression, moi, parmi ceux que je connais, bon, ils sont pas, ça dépend, parce que quand on construit une tour Uranus, qui est de la taille à peu près de la tour Oxygène à la Part-Dieu, c'est des architectes qui n'ont pas le salaire qui est affiché dans le livre. Hein. Mais simplement, j'avais l'impression, moi, que ce David Kolski, mais vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure, et je suis d'accord avec vous, il exerce aussi une fascination pour le monde du grand capital, disait Georges Marchais. Donc en fait, et puis c'est surtout dans le livre, moi j'ai pas tellement perçu non plus, je l'ai lu, je n'ai pas non plus perçu tellement ce duel capital de droite avec grande richesse, avec une vie avion, miles, etc., grand hôtel, alors que lui rentre chez lui, il n'y a pas eu d'extraits qui ont été lus sur sa vie avec sa femme, ses enfants, alors qu'on connaît très peu la vie de Victoria. Donc en fait, je pense que moi, ce que j'ai surtout perçu dans le roman, c'était très relation passionnelle entre les deux, et que le reste, c'était plus annexe, mais peut-être que je l'ai mal lu, peut-être que je l'ai ressenti comme ça, et en fait, c'est cette relation passionnelle, sensuelle, qui dévore tout, entre ces deux êtres, et lui, il a vraiment l'impression, d'après ce que j'avais compris, qu'il attendait cette femme, et en fait, il est complètement fasciné par ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. J'ai peut-être tort, hein, pas du tout. Voilà. C'est qu'il est plus facile de parler du contexte idéologique et politique qui est réel quand même entre les deux, puisqu'à un moment ça devient quand même très tendu, quoi. C'est très sexuel entre eux. Oui, voilà. Alors là, vous insistez aussi beaucoup sur cette... C'est normal dans une relation passionnelle qui débute, mais vous insistez aussi beaucoup là-dessus.
Donc je pense, c'est comme beaucoup de pages dans le roman, hein, ça. Donc, la relation... oui, mais bien évidemment. C'est que c'est très important. Vous ne l'avez pas lu beaucoup, parce que c'est difficile à lire. Non, c'est aussi, vous parliez de la vie de famille, enfin des scènes de famille. On a l'impression que c'est que entre deux. En fait, il y a quand même, il y a les parents qui interviennent, il y a la vie avec Sylvie, avec les enfants, il y a d'ailleurs ça commence comme ça, un grand ours avec une queue énorme, déjà, quand il rencontre Victoria avec Aurore, hein, il y a déjà un savoir. Donc vous êtes d'accord avec moi. Ça commence comme ça. Oui, tout à fait. Mais en réalité, c'est quand on écrit un roman, moi j'aime beaucoup faire ça. J'avais déjà fait avec Cendrillon. On peut faire plusieurs choses en même temps. Et donc le livre que je rêvais de faire, c'était un livre où il y aurait comme ça des strates et vraiment comme un feuilletage, et qu'on ne sache pas vraiment, qu'aucun aspect ne prenne le pas sur les autres. Et donc c'est à la fois un livre d'amour, c'est un livre très intime en fait. C'est surtout ça que je devais important. Oui. Enfin, et c'est aussi un livre politique, c'est un livre sur le monde du travail. Je n'ai pas sorti ça. Enfin, je suis pas du tout dans le littéraire, hein, professionnellement. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu me contenter, par exemple, de raconter cette histoire physique et de fantasme, en fait. Tout est là, en fait. Ils sont dans une espèce de spirale qui fait qu'ils se révèlent l'un à l'autre un certain nombre de territoires secrets de leur imaginaire érotique. Voilà. Et ça va toujours de plus en plus loin. Et Victoria, d'une certaine façon, fait péter tous les verrous en racontant à David qu'avec ses précédents amants, elle jouait, et qu'ils allaient toujours de plus en plus loin, et que ça devenait addictif, et donc dangereux, parce que lorsqu'on avait une relation comme ça, physique, avec un homme qui reposait moins sur les sentiments que sur l'ivresse, l'intensité, le vertige des situations qu'on se donne à affronter comme ça, parce qu'on a envie de les vivre, eh bien, pour que cette relation continue à être attrayante et intéressante, il fallait aller à chaque fois plus loin. Comme avec la drogue, en fait, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la dose. Alors que quand on s'aime, voilà, on peut faire l'amour comme ça pendant des années, et même parfois d'une manière ordinaire, voilà, parce qu'on est porté par une intensité de sentiments qui fait qu'on ne s'en lasse pas, et que c'est chaque jour comme la première fois. Voilà. Là, ils sont dans une relation totalement close. Ils vivent pas, ils vont pas à l'opéra, ils vont pas au resto, ils vont au cinéma. Il y a un moment au cinéma. Parce qu'il y a la série de je sais pas quoi, là, non, c'est ça. Non, mais donc, en fait. Oui, non, mais c'est vrai que. Donc, je n'arrive pas à comprendre, moi, comment cette relation elle peut vivre sans échange avec la vie extérieure. Parce qu'à un moment, ça voilà, Moi, je voulais vous poser une question. Oui, non, mais je vais. J'ai pas compris. Non, je ne pense pas en faire partie, et je pense que ce qui se produit entre Victoria et David dans ce livre, et qui peut relever une forme de pornographie, je le mets en scène comme un symptôme, en fait, d'une situation de profond malaise de notre société, en fait, je pense. On a d'un côté l'angoisse profonde de David, et son insatisfaction dans sa relation
au réel, la peur, le fait qu'il a une pression absolument colossale qui repose sur ses épaules. Il y a de l'autre côté, j'en ai parlé assez longuement tout à l'heure, cette forme de fuite en avant de Victoria qui ne veut réfléchir à rien en fait, mais juste faire les choses. Et ça les condamne d'une certaine façon à l'intensité du présent. Et dans cette intensité du présent, ils tournent un peu comme des animaux dans une cage, il n'y a absolument aucune perspective, pas de profondeur. On est juste dans une espèce de truc comme ça, brutal, concret, à vif. Et voilà, et donc à travers ça, je voulais aussi exprimer un profond malaise, moi, que je sens dans notre société aujourd'hui. Le bras des ménages, je ne semblais pas qu'il y avait... Bon, ça met en scène un garçon un peu déchaîné, quoi, il est jeune et... Non, le roi des ménages. Si vous voulez, c'est dans les détails, c'est dans la qualité de l'expression. Bien sûr que les adolescents arrivent je n'insiste pas. Excusez-moi d'avoir Ah non. Madame, vous vouliez... Oui, dans ce livre qui est effectivement brillant par l'acuité du regard que vous posez sur la société et sur son système, c'est à une femme que vous donnez cet exercice du pouvoir. Hein, par rapport d'abord au système lui-même, et puis par rapport à David. C'est à elle que vous donnez cette puissance à la fois, mais où l'érotisme fait partie en même temps de la volonté de puissance. Hein. Moi je le vois en tout cas comme ça. Dans un monde dans lequel, ce monde terrible que votre livre semble montrer, dans ce monde dans lequel l'immensité des femmes sont des victimes. Hein? Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle représente en fait? Très intéressante question. Comme tout à l'heure, je disais que je pouvais faire plusieurs choses en même temps quand je racontais une histoire et que c'était même important. J'aurais pu me contenter, pour finir, de juste raconter cette relation un peu délirante, sexuelle entre David et Victoria, en laissant complètement de côté le contexte professionnel et tout ça. Et, or, ça me semblait intéressant. Voilà. Donc, en fait, c'est à la fois le récit d'une histoire passionnelle et aussi un regard sur notre monde. Et Victoria, elle représente différentes choses à mes yeux, qui ne s'excluent pas forcément. Et c'est Brecht qui disait qu'il ne pouvait y avoir de théâtre politique ambigu. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que mon livre est ambigu. Mon livre possède une forme de perversité. Et en ce sens que, perversité madame, en ce sens qu'il est assez insaisissable et qu'il ne se laisse pas, enfin son sens à différents endroits ne se laisse pas si aisément définir, attraper. Et Victoria, elle incarne du bon et du mauvais, c'est-à-dire qu'elle incarne ce que je voulais en quelque sorte condamner, en tout cas décrire avec un regard critique sur voilà, l'hégémonie des grandes multinationales et la puissance de l'argent et tout ça. Mais elle incarne aussi la femme émancipée, libre, intelligente, qui ne se soumet pas à l'homme. Donc, d'une certaine façon, elle est un idéal aussi, pour moi, qui suis un homme féministe. Mais je sais. Et tant mieux. Non, mais après, c'est pas parce qu'on est c'est pas parce que Victoria se conduit à certains moments dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle
d'une manière qui n'est pas convenable, qu'il faut en déduire que les femmes ne doivent pas avoir le pouvoir. En tout cas, que moi je considère qu'il serait dangereux de leur donner le pouvoir. Voilà. Oui, c'est au niveau de donc elle fascine David en même temps qu'il rejette son idéologie et sa mentalité, et comme ça, le fait qu'elle soit si sûre de son bon droit, elle sait mieux que tout le monde ce qu'il convient de faire dans notre monde et tout ça. Mais je dois dire que la femme de pouvoir me fascine assez. Je trouve ça... le fait que Victoria ne se soumette pas à l'homme, enfin qu'elle ne soit pas asservie, mais qu'elle soit complètement libre. Elle sait exactement ce qu'elle veut dans la vie, elle se donne les moyens de l'obtenir. Elle n'est pas dans la soumission, et en particulier dans la soumission à la domination masculine. Elle sait très bien d'ailleurs s'en affranchir. Je trouve ça très bien, donc j'ai voulu aussi faire le portrait d'une femme libre en fait. Malheureusement, le temps passe vite et je sais que vous avez un taxi qui vous attend. Déjà ? Malheureusement, ouais. Donc voilà. En tout cas, merci pour votre venue. Merci aussi au public pour les questions. Voilà, merci.